Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du cours d'éthique des études universitaires. Ce deuxième cours est consacré à la présentation de quelques concepts et mots-clés qui découlent de ce qui a été discuté dans la mise en situation constituant la première partie du cours. Ces mots étant, alors cités ou pas dans le premier cours, mais ces mots et les concepts qui sont associés à ces mots, à ces expressions, sont l'esprit critique, la morale, le droit, la déontologie et l'éthique. Et je vais les prendre successivement pour vous en proposer quelques éléments de définition et de discussion. Le troisième cours étant destiné à la mise en pratique, ou plutôt à l'examen de ces mêmes concepts, mais au regard de votre activité d'étudiant au quotidien. Alors, première partie, premier concept dont on parle beaucoup, l'esprit critique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit critique? On pourrait faire de longs développements pour le définir, mais disons de façon simple, l'esprit critique, c'est la capacité à exercer un raisonnement rationnel, réflexif et scientifiquement informé face à toute information. C'est bien évidemment ce qu'on attend de chacun d'entre nous comme citoyen, comme citoyenne, mais aussi chacun d'entre nous comme étudiant, étudiante ou enseignant, enseignante, chercheur, chercheuse, etc. À l'université. Ça suppose un certain nombre, le respect d'un certain nombre de conditions. Eh bien, puisque cette définition, cette formulation assez rapide commence par le mot capacité, eh bien, ça suppose justement de préciser les capacités qui sont nécessaires pour exercer ce raisonnement rationnel, réflexif et scientifiquement informé face à toute information. Ces capacités, c'est assez consensuel, on peut les énumérer de la façon suivante. Cela semble simple, mais finalement, nous avons tous en tête sans doute des exemples qui nous montrent que ça n'est pas si simple. Alors, première capacité, premier type de capacité, la compréhension du sens premier de tout énoncé, mais aussi de ses sens cachés. On pourrait dire de façon simple, c'est le savoir lire, mais pas le savoir lire littéral, seulement le savoir lire et comprendre ce qui est écrit et que l'on lit. Pas si simple. Pas si simple, on le voit par exemple dans des problématiques universitaires, par exemple de compréhension des énoncés, où le sens n'est pas caché au sens propre du mot caché, mais il n'est pas accessible directement et il nécessite une compréhension de l'énoncé. Et donc voilà, c'est ça, compréhension du sens premier, mais aussi de ses sens cachés. Deuxième capacité est celle qui consiste à identifier la structure d'un raisonnement et la logique des relations qui existent entre différentes propositions. Comprendre un raisonnement que vous lisez dans un texte, par exemple, que vous entendez ou qui est énoncé lors d'une discussion, d'un échange. Et ça n'est pas si simple toujours d'identifier la structure d'un raisonnement et la logique des relations qui existent entre différentes propositions. Faut-il pouvoir le faire? Faut-il aussi vouloir le faire? C'est-à-dire être attentif justement au raisonnement et ne pas prendre pour acquis ce qui est dit sans l'avoir passé à la moulinette de votre propre raisonnement, c'est-à-dire de votre propre analyse. Comme la première capacité, cette capacité est une capacité qui s'entraîne, et qui s'entraîne d'autant mieux qu'on est attentif à l'exercer. Troisième catégorie de capacité, c'est la capacité qui vous permet d'évaluer la pertinence d'un argument et la justesse d'une information. C'est très compliqué aussi cela. Dès lors que l'on est conscient que l'on doit le faire, eh bien, cette capacité peut se développer. La capacité donc à évaluer la pertinence d'un argument, ça veut dire, et la justesse d'une information, ça veut dire que c'est lié à la confiance de la source de laquelle vient cet argument ou cette information. Toutes les sources ne se valent pas, alors tous les arguments et toutes les informations ne se valent pas. C'est tout le débat, vous savez, des vérités alternatives, des fake news, etc. Donc tous les arguments et toutes les informations ne se valent pas. Faut-il avoir confiance en la source et faut-il connaître la source? Donc une information doit être, entre guillemets, avec ce néologisme, sourcée. C'est une obligation, c'est un comportement attendu dans le domaine de la recherche scientifique et de l'enseignement universitaire, l'enseignement supérieur, c'est de ne pas faire spontanément confiance à une information sans avoir lu les documents, sans avoir identifié les sources d'où proviennent cette information. La littérature scientifique, par exemple, offre des garanties de justesse des arguments et des informations. Pourquoi?
Eh bien, parce que on peut identifier qui a produit l'information, et cette information n'est publiée, la littérature scientifique n'est publiée qu'après des vérifications tout à fait et des évaluations, des expertises tout à fait importantes par des experts du domaine dans lequel s'inscrit cette information, cette argumentation, cet article par exemple. Quatrième catégorie de capacité, la capacité non plus à évaluer le raisonnement des autres, mais à raisonner soi-même, ce qui permet aussi de comprendre les autres raisonnements que ces raisonnements propres, et que ces raisonnements soient des raisonnements déductifs, probabilistes ou inductifs. Ce sont trois catégories différentes de raisonnement. Déductif, c'est par exemple les raisonnements les plus couramment réalisés dans les sciences dites dures, par exemple. C'est son relation de causalité, par exemple, une cause entraîne un effet. Probabiliste, eh bien, c'est que la probabilité qu'advienne ce que l'on dit doit être évaluée, et les mécanismes et les critères et les conditions et les déterminants de la probabilité que cela advienne doivent être examinés. Donc un raisonnement probabiliste n'est pas un raisonnement de cause à effet, ce n'est pas une cause, un effet, c'est une ou plusieurs causes donneront une probabilité que un ou plusieurs effets se produisent. Et inductif, c'est exactement l'inverse de déductif. Eh bien, ce sont des raisonnements qui partent de généralités, par exemple de situations vécues, complexes, par des raisonnements successifs, par des étapes successives du raisonnement, faire ce qu'on appelle une montée en généralité ou en abstraction pour en tirer un certain nombre d'enseignements à portée plus générale. Et dernière capacité qui est mobilisée pour manifester et exercer un esprit critique, c'est la capacité à formaliser pour communiquer et à justifier son raisonnement, c'est-à-dire s'exprimer en prenant en compte le destinataire de ce que l'on dit, de ce que l'on écrit, et avoir une expression d'une qualité suffisante pour que ce soit compris, et une expression qui intègre la justification du raisonnement que l'on tient pour que celui qui vous lit ou celui qui vous écoute puisse exercer sa capacité à analyser ce que vous dites et ce que vous lui proposez. Toutes ces capacités s'appuient sur des connaissances, et en particulier des connaissances scientifiques du domaine dans lequel s'inscrit ce que l'on lit, ou ce que l'on entend, ou ce que l'on écrit, ou ce que l'on dit. Voilà pour l'esprit critique, ou plutôt voilà pour les capacités qui permettent de disposer, d'exercer un esprit critique. Mais il ne suffit pas d'avoir ces capacités, faut-il encore avoir les dispositions qui permettent d'exercer ces capacités, c'est-à-dire le fait de pouvoir, face à toute information, toute argumentation, tout discours, toute situation, avoir les dispositions qui permettent d'exercer ces capacités. Alors là encore, de façon assez consensuelle, les spécialistes de cette question de l'esprit critique identifient différentes dispositions, dont les 4 qui sont ici et qui sont importantes. La curiosité, c'est-à-dire face à toute information, être curieux de ce qu'elle est, de ce qu'elle dit, des problématiques qu'elle soulève, des controverses qu'elles peuvent également faire naître, des sources qu'elles emploient, etc. Donc de la curiosité par rapport au sujet aussi dont il est question. La deuxième disposition concerne notre ouverture à l'altérité, c'est-à-dire à penser l'autre et à penser à la place de l'autre, à se projeter à la place de l'autre pour comprendre son point de vue et pas seulement projeter son propre point de vue sur tout un chacun et toute information et tout raisonnement. Ça n'est pas le plus simple, c'est extrêmement important. L'université entraîne aussi ou permet cette ouverture à l'altérité. Troisième disposition, la capacité non seulement la disposition et la capacité qui va avec, non seulement à ne pas hésiter à se tromper, mais quand on se trompe et quand on peut voir à un moment donné qu'on s'est trompé, c'est la capacité que l'on a à ne pas rester enferré dans la vie que l'on a produite, mais à être capable de se remettre en question et de reconsidérer la vie que l'on avait. Et puis, une disposition plus générale, c'est la bonne foi, c'est-à-dire ne pas porter un avis, une analyse qui serait guidée par
une idéologie qui ne permettrait justement ni la curiosité, ni l'ouverture à l'altérité, ni la capacité à reconsidérer son avis. Mais être de bonne foi, ça veut dire que on ne peut pas affirmer un propos parce qu'on sait qu'il est faux, quand on sait qu'il est faux. Donc, capacité et disposition définissent l'esprit critique. Et pourquoi parler d'esprit critique? Parce que l'esprit critique est une nécessité pour qui veut s'engager dans un raisonnement éthique. Donc l'éthique, finalement, peut être considérée comme une démarche d'opérationnalisation de l'esprit critique. L'esprit critique est nécessaire, mais pour ensuite, dans la vie, dans l'action, dans l'activité, pouvoir décider de ce que l'on fait, eh bien, ce mécanisme de prise de décision repose sur une démarche éthique, une démarche qui suppose que vous agissez en responsabilité, que vous assumez vos responsabilités, mais des responsabilités éclairées par votre sens critique. Donc, l'éthique serait ainsi définie de façon assez synthétique ici comme une démarche qui éclaire les décisions d'une personne pour qu'elle puisse apporter la meilleure réponse possible selon cette personne à une question complexe, question dont la réponse n'est pas déductible de façon simple par des raisonnements de cause à effet simples. Donc l'éthique est une démarche, elle s'exerce dans des situations complexes et vous l'avez vu, nous l'avons vu avec de simples défis, de simples dilemmes moraux, ceux de la voiture, du tramway et dans le cours précédent. Même les situations les plus simples ne sont jamais si simples qu'il n'y paraît au premier regard et les décisions qui doivent être prises sont complexes et relèvent donc de l'éthique dès lors que l'on a l'esprit critique qui permet d'outiller son raisonnement et ses décisions. Donc, l'éthique met en jeu l'appareillage de l'esprit critique, mais ça ne suffit pas. Elle met également en jeu des valeurs qui sont hiérarchisées. C'est ce que dans le cours précédent j'ai appelé la valence éthique, mais que l'on pourrait résumer, ou plutôt simplifier à l'extrême en disant c'est votre perception, votre représentation du bien et du mal en toute chose. Et selon l'analyse que vous faites grâce à l'esprit critique des situations, en fonction de la hiérarchie des valeurs dont vous êtes porteur, eh bien vous pourrez prendre des décisions qui sont individuelles, qui sont personnelles. L'éthique est personnelle, elle a une dimension collective, j'en parlerai plus tard, mais elle est essentiellement personnelle et c'est l'exercice de votre responsabilité individuelle pour faire au mieux pour vous et pour les autres, ou pour les autres et pour vous, en fonction de ce que vous savez pour éclairer votre prise de décision. Comment est-ce que l'éthique se positionne par rapport au droit? Alors pour cela, il faut définir en quelques mots, tout ça est très rapide, ce qu'est le droit. Donc le droit, c'est un ensemble de règles qui s'imposent à vous parce que ce sont des règles qui sont établies à l'échelle d'une société. Et ces règles sont destinées à régir le fonctionnement de cette société et à organiser toutes les relations, toutes les interactions qui se présentent dans cette société, dans ce système social, et qui sont aussi bien des relations économiques ou politiques, mais aussi des relations personnelles et des interactions qui se produisent dans tous les gestes de notre vie. Donc, ce que cela a d'important à retenir, c'est que ces règles s'imposent à toutes et à tous. Si l'on est en France, toutes les règles qui traduisent le droit français s'appliquent à vous. Vous nous sommes censés connaître la loi, alors connaître toutes les lois et tous leurs documents d'opérationnalisation, les décrets, les règlements, bien sûr que non. Mais nous ne sommes pas censés les ignorer, nous sommes au moins censés pouvoir en prendre connaissance à chaque fois qu'il est nécessaire de le faire. Et il y a des lois, des décrets et des règlements que nous avons à connaître vraiment, comme par exemple nous concernant, vous, étudiants, étudiantes et moi, enseignants et chercheurs, j'ai à connaître les lois qui s'appliquent à ma situation, votre situation d'étudiant, ma situation d'enseignant, et ces lois s'imposent à moi, c'est-à-dire que si je ne les respecte pas, eh bien, je suis dans une situation illégale, d'illégalité, hein, avec des manquements qui peuvent être sanctionnés par les instances de justice qui ont à le faire. Donc ces règles
Les règles étant la façon d'opérationnaliser, de rendre concret les lois, pour appliquer, pour qu'elles s'appliquent. Comme par exemple, les règles du code de la route sont des règles qui sont dérivées des lois sur la sécurité routière. Ces règles et ces lois et leurs règles traduisent finalement des choix éthiques qui ont été établis à l'échelle de la société, c'est-à-dire que face à une situation collectivement, par le truchement du pouvoir législatif, eh bien, on a fixé dans la loi ces choix qui sont d'abord des choix éthiques, mais des choix éthiques à l'échelle collective. Par exemple, le code de la route traduit un certain nombre de choix éthiques qui ont été faits, notamment pour assurer la sécurité des personnes, et qui se traduisent en les règles que vous appliquez si vous êtes conductrice ou conducteur. Que vous appliquez ou que vous n'appliquez pas, si vous appliquez, c'est très bien, elles sont quand même au bénéfice de la sécurité de tous. Si vous ne les appliquez pas, eh bien, vous pouvez, vous le savez, être sanctionné, vous conduisez trop vite, un radar est sur votre parcours, eh bien, vous devez payer une amende et on vous retire un ou plusieurs points sur votre permis de conduire. Quand vous n'avez plus de points, vous n'avez plus de permis, etc., etc. Donc, dans les démocraties modernes, je fais un petit blanc parce que c'est un concept pas si simple que cela, la démocratie et la démocratie moderne. En tout cas, une démocratie qui repose, et c'est très bien, la nôtre est de cette catégorie-là, même si on peut avoir quelques doutes parce qu'il y a quelques marges parfois. En tout cas, une démocratie qui repose sur une séparation des pouvoirs. Alors, quels sont les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire? Et s'agissant de la loi, les lois sont élaborées et votées par le pouvoir législatif, les deux assemblées. Ça finit par être l'Assemblée nationale qui les vote, mais elle passe aussi pendant un examen et un vote au Sénat. Lorsque les lois sont votées, qu'un décret d'application a été signé par le pouvoir exécutif, eh bien, leur mise en œuvre est justement dévolue à ce pouvoir exécutif, c'est le chef de l'État, le gouvernement, qui les mettent en œuvre. Donc ce sont eux le chef d'État et les ministres, le Premier ministre, ça dépend du type de loi, du type de situation qui signent les décrets d'application. Et vous le savez, parfois des lois ont été votées par le Parlement, mais les décrets d'application n'ayant pas été signés, eh bien la loi existe virtuellement et ne s'applique pas, et qu'il y a un délai, toujours, parfois assez grand, entre la date du vote à l'Assemblée nationale et la date de signature du ou des décrets d'application. Et ensuite, après cette mise en œuvre par le pouvoir exécutif, qui concrétise la loi, eh bien, elle s'applique à tous. Et les éventuels manquements dont je parlais tout à l'heure avec l'exemple du permis de conduire sont évalués par les dispositifs idoines et sanctionnés par le pouvoir judiciaire. Ça, c'est le droit. Et le droit évolue, en tout cas, on aimerait qu'il évolue, et c'est quand même pour partie la réalité, en fonction de l'évolution de la société, de ses attentes, de l'évolution des valeurs dont elle est porteuse, et des choix éthiques, de la somme, je dirais, ou du consensus éthique s'il existe dans tel ou tel domaine. Vous le voyez, en ce moment se discutent des lois sur la fin de vie. Ce sont des lois qui se succèdent à ce sujet parce qu'elles sont difficiles et elles reposent sur des discussions éthiques. Mais une fois ces discussions éthiques terminées, une fois traduites en texte de loi et votées par l'Assemblée nationale, ce n'est plus une question d'éthique, c'est une question de loi, d'application de la loi. Alors des lois qui s'appliquent au travail des étudiants et des enseignants-chercheurs, il y en a beaucoup. D'abord, il y a les lois qui définissent les établissements d'enseignement supérieur, ce qui s'y fait, ce qui ne s'y fait pas. Puis il y a des lois plus générales qui s'appliquent à nous, par exemple les lois sur le droit d'auteur. On ne peut pas s'arroger, on ne peut pas voler les auteurs de leurs droits, les droits d'auteur, par exemple, d'œuvres intellectuelles, ce qui se traduisent par des textes, par exemple, mais toute autre production, les droits associés aux auteurs en France, parce que ça peut être différent dans d'autres pays ou d'autres régions du monde. En particulier, il y a une grande différence entre le monde anglo-saxon et le monde nord-américain notamment et français. En France, un auteur possède deux types de droits sur ses œuvres. Un droit que l'on dit moral, c'est-à-dire sur le contenu. Moral, je pense, dit bien ce dont il s'agit. Et ce droit moral, il est incessible. On ne peut pas le céder à qui que ce soit, pas une entreprise par exemple, et inaliénable. Il est permanent. Il existera toujours.
En revanche, ou plutôt à côté, il y a un droit dit patrimonial, c'est-à-dire le droit qui est lié à la marchandisation, à la commercialisation, à la valorisation, notamment économique, de l'œuvre. Et là, ce droit, il est cessible. On peut confier à un gestionnaire quelconque, un éditeur par exemple, pour un texte, le soin de gérer ses droits patrimoniaux et de gérer aussi la valorisation économique, par exemple, de l'œuvre. La morale. Alors, la morale se définit comme des valeurs. Hein, c'est la façon dont on considère, je veux dire de façon très schématique et réductrice, le bien et le mal. Donc, c'est un ensemble de valeurs et de principes qui permettent justement de différencier le bien du mal, le juste de l'injuste, l'acceptable de l'inacceptable. Et cet ensemble de valeurs et de principes, alors différence entre une valeur et un principe, c'est une valeur on y adhère, un principe on le suit. Et pour l'éthique, la prise en compte de la morale dans le comportement de chacun et dans l'éthique de comportement, la démarche éthique que chacun doit mettre en œuvre, eh bien la morale joue un rôle important, et en particulier les valeurs. Donc, le périmètre des gens concernés, des individus, de la population concernée par la morale, n'est pas le périmètre qui est celui auquel s'applique la loi. La loi s'applique à tous les Français. La morale auquel chacun se réfère dépendra sans doute, n'aura pas le même périmètre et dépendra d'autres déterminants, je ne sais pas, des déterminants politiques, religieux, culturels, familiaux, qui feront que là, entre vous tous, vous tous qui êtes étudiants à l'Université de Poitiers, eh bien, vous devez d'appliquer les, le droit et les règles qui en découlent de façon complètement uniforme et nous sommes tous soumis aux mêmes droits, éléments de droit. La morale, non. La morale des uns n'est pas la morale des autres. C'est tout à fait normal. Donc la morale définit le permis, le prescrit et l'interdit, c'est-à-dire ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La morale est collective, mais je le disais pas dans le même périmètre, s'applique pas au même périmètre de population ni territoriale que la loi. Et la morale fait l'objet d'une appropriation individuelle. C'est la morale de votre communauté, enfin, d'une forme de périmètre auquel vous pouvez adhérer, vous référer, mais vous pouvez n'en retenir que certains des principes, que certaines des valeurs qui sont en adéquation avec vous, avec ce que vous pensez vous. Et cette appropriation individuelle faite d'une morale qui est d'emblée collective, eh bien cette appropriation fait que cela constitue l'un des cadres de votre action, l'un des référentiels, l'un des éléments de référence qui va, de façon consciente ou inconsciente, c'est mieux si c'est conscient, guider vos actions et du coup nourrir votre réflexion éthique. Par exemple, la morale liée à certains déterminants religieux, par exemple catholiques, joue beaucoup sur l'éthique dès lors que l'on parle de la vie. Donc quand on parle de fin de vie, quand on parle d'éthique, qui deviendra problématique d'éthique qui deviendra une loi, ou plutôt une nouvelle loi sur la fin de vie, et bien pour certaines populations, certains fragments, certains segments de la population française, et bien les éléments moraux sont peut-être différents selon que l'on est de tradition ceci ou de tradition cela. Et ce qu'il faut évidemment avoir en tête, c'est que quelles sont les grandes valeurs, pas les valeurs dans le détail, hein, mais les grandes valeurs, la première des grandes valeurs, je l'évoquais dans le cours précédent, je la redis ici, même si elle n'est pas écrite à l'écran, c'est le respect de la vie humaine. C'est la vie humaine qui est la valeur la plus partagée et celle qui est, disons, la valeur cardinale hein, pour les humains. Mais il y en a d'autres qui sont extrêmement importantes, qui sont très génériques aussi, l'équité, la loyauté, la générosité. Et elles peuvent se décliner, évidemment, après, de façon plus précise, selon les lieux et les activités que l'on a. Vous voyez déjà que équité, loyauté et générosité sont des valeurs qui donnent des éléments de cadrage de nos décisions, de nos actions quand on est étudiant ou quand on est enseignant. Ça, ce sont des valeurs, et de ces valeurs, on peut faire découler des principes. Et valeurs et principes sont différents selon les environnements sociaux,
selon les époques et selon les aires culturelles. Ça, je l'ai montré la valence, avec l'idée de valence éthique et de dimension culturelle de la valence éthique, selon les aires culturelles, selon les régions du monde. Eh bien, les valeurs et les principes qui en découlent peuvent varier un peu ou beaucoup. On le voit aujourd'hui, hein, que la valeur respect de la vie humaine, que j'indiquais, que je rappelle être une vertu cardinale, pas une vertu, une valeur cardinale, n'est pas considérée en ce moment de la même façon dans toutes les régions du monde, et je ne vais pas commenter ici ce que je pense dans le fond. Déontologie, un mot assez technique finalement, pour lequel il est bon d'avoir une idée assez précise de ce dont il parle, de ce qu'il recouvre. La déontologie, c'est l'ensemble des obligations que l'on doit respecter dans un contexte de travail particulier. Donc ce sont des règles. Alors, ce sont des règles qui s'inscrivent dans la loi. Ce sont des règles qui souvent ont été élaborées après une réflexion d'ordre éthique. Éthique, faire le mieux, faire le bien, pour résoudre au mieux les problèmes qui se posent à nous. Donc on peut en déduire dans un contexte professionnel, par exemple, des règles, et ces règles viennent s'appliquer. Donc elles sont toutes, ces règles, des règles qui respectent la loi. Il n'y a pas de déontologie qui ne s'inscrive pas en respect des lois et de leurs décrets et règles qui permettent de les appliquer, ces lois. Ce sont des règles. On peut considérer, certains considèrent qu'il s'agit de la traduction en règle d'une sorte de morale professionnelle. Elles sont liées à un champ professionnel et elles composent, alors parfois c'est très formalisé, parfois c'est un peu plus informel, un ou des codes de déontologie. Je vous donne un exemple qui n'est pas du tout dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'exemple du code de déontologie de l'ordre des architectes. Eh bien, quand on est architecte et que l'on est inscrit à l'ordre des architectes, on se doit de respecter un code de déontologie dont l'article 5, source Légifrance, ça veut dire que ce texte, ce code de déontologie est accessible au travers du site qui en France publie toutes les lois et règlements. Donc l'article 5 stipule qu'un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration d'un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature ni prétendre à une rémunération à ce titre. La signature de complaisance est interdite. Alors en fait, la loi n'interdit pas que dans un cabinet d'architecte, un architecte qui n'aurait pas participé à un projet signe quand même le projet. Donc c'est en plus, en prolongement de la loi, mais dans le respect de la loi, que cet article 5 du Code de déontologie des architectes précise cela. On peut avoir un code de déontologie par métier. Alors, bien sûr, l'ordre de médecins, par exemple, a un code de déontologie et beaucoup de professions, de branches professionnelles ont des codes de déontologie. L'université a publié un code d'éthique et de déontologie, donc associe de façon peut-être un peu difficile à comprendre, parfois éthique et déontologie. La déontologie, c'est les règles et vous n'avez pas à choisir, vous avez à appliquer ces règles. L'éthique, c'est un raisonnement, une démarche qui dépend de vous et dont le résultat sera différent selon que c'est vous ou quelqu'un d'autre. À condition, bien sûr, que ça soit en respect du code de déontologie qui lui-même respecte la loi. Alors, bien sûr, hein, comme je disais tout à l'heure, on peut connaître ou pas connaître la loi, on peut la respecter ou ne pas la respecter. Il n'est pas impossible que certains d'entre vous conduisent plus vite que les 30 km/h autorisés dans l'avenue qui permet d'accéder à la faculté. Ça, c'est en contradiction avec la loi. Certains le font peut-être. De même, il y a des codes de déontologie et certaines personnes peuvent parfois prendre des décisions qui ne s'inscrivent pas, qui ne respectent pas ce code de déontologie. Dans le domaine médical, où la réflexion éthique et déontologique est très très avancée, où il est beaucoup plus difficile de légiférer sur certains points, les discussions sont trop complexes, sont très complexes. Mais on le sait, toujours sur le même exemple de la fin de vie, que certains médecins prennent des décisions qui sont illégales, mais ils les prennent en toute connaissance de cause. Leur esprit critique est suffisamment développé, ils le prennent comme le résultat d'une démarche éthique, et parfois, non seulement leurs décisions sont illégales, mais ils ne s'inscrivent pas non plus
dans le code de déontologie de l'ordre des médecins, ce qui fait parfois que certains médecins sont radiés de l'ordre des médecins parce qu'ils n'ont pas suivi tel ou tel point du code de déontologie attaché à l'ordre des médecins. Éthique. Alors, éthique, je l'ai déjà pas mal expliqué ce qu'est l'éthique, et puis j'ai donné aussi quelques références dans le texte de présentation du cours. Je ne vais pas reprendre ici les éléments, formellement en tout cas, proposés par Hannah Arendt, que j'ai cité dans ce texte de présentation. Hannah Arendt, un auteur qui n'a pas écrit spécifiquement sur l'éthique, elle n'a pas écrit d'ouvrage ou d'article qui définirait l'éthique, mais elle utilise ce concept à de nombreuses reprises dans son œuvre de philosophe, dans son travail de philosophe. Et donc on peut, je dirais, en rassemblant différents éléments disséminés dans son œuvre, eh bien, produire une définition de l'éthique qui est celle qui est présente dans ce petit texte de présentation du cours que je vous recommande de lire avec attention, où elle insiste sur la dimension individuelle, elle, de l'éthique, et sur la responsabilité qui est celle de quelqu'un exerçant un raisonnement, une démarche éthique, la démarche éthique étant la mise en œuvre, l'exercice de la responsabilité personnelle éclairée par le sens critique, et suppose des conditions, que des conditions soient réunies. Mais la première condition, c'est qu'on puisse avoir cet espace pour réfléchir, qu'on puisse avoir les éléments de réflexion, qu'on puisse avoir les capacités de le faire, que le système dans lequel on se trouve soit suffisamment ouvert pour qu'on puisse prendre des décisions et que l'on ne soit pas dans un système autoritaire qui impose tout à tout le monde. L'éthique, il n'y a pas de place pour l'éthique dans un système autoritaire. Il n'y a apparemment pas de place pour l'éthique dans un système autoritaire. Bien sûr, il y a la possibilité d'exercer une démarche, de réaliser une démarche éthique, de prendre ses responsabilités, et on le sait, dans ce cas-là, ces responsabilités seront le plus souvent, ou presque systématiquement, totalement illégales. Je vous renvoie par exemple au comportement, aux décisions, aux actes de certains contestataires russes aujourd'hui dans le contexte de la guerre d'agression et d'invasion de la Russie vers l'Ukraine. Eh bien, certains contestataires témoignent d'un comportement qui relève de l'éthique, mais qui est évidemment totalement illégal dans le pays où ils se trouvent. Donc, l'éthique est par essence individuelle, mais il a quand même une dimension collective au sens de la réflexion et de la mobilisation de différentes personnes au sein de comités d'éthique. Je dis différentes personnes parce que ça peut être des experts ou ça peut être des citoyens non experts ou l'association des deux dans des comités d'éthique qui se saisissent ou sont saisis de questions complexes que seul un raisonnement éthique, une démarche éthique permet de dénouer. Et ces comités éthiques, finalement, travaillent sur ces questions et peuvent faire des propositions, des avis, des préconisations, des recommandations qui se traduiront soit par une inscription, par exemple, dans un code de déontologie, une traduction légale par une modification ou par le vote d'une nouvelle loi, ou simplement par des éléments qui vont venir nourrir la réflexion de chacun d'entre nous dans son propre raisonnement, dans sa propre démarche éthique. Alors moi, je suis membre d'un comité d'éthique qui s'appelle le Comité national d'éthique sur les données d'éducation. C'est un comité d'éthique qui est placé auprès du ministre de l'Éducation nationale et qui est destiné, sur certains points un peu critiques liés au numérique dans l'éducation, à nourrir sa réflexion pour que lui puisse prendre, le cas échéant, des décisions qui se transforment en règlement, en décret, voire en loi, mais qui soit aussi un certain nombre de préconisations qui puissent être formulées, diffusées auprès de ceux qui ont à prendre des décisions et qui peuvent prendre des décisions en toute responsabilité, qu'il s'agisse là d'enseignants, par exemple, dans l'usage qu'ils font du numérique, qu'il s'agisse de ceux qui ont en charge la formation des enseignants pour les former à ces questions, ou qu'il s'agisse par ailleurs, par exemple, de collectivités territoriales qui prennent des décisions d'équipement, ou bien d'entreprises qui développent des services, surtout d'entreprises qui développent des équipements, des services, des ressources numériques pour lesquelles la question de la collecte, du traitement des données est une question tout à fait critique
et qui pose des questions éthiques qui ne sont pas liées d'ailleurs seulement aux données, hein, mais qui sont souvent liées aux données. Je vous donne un exemple de préconisation. En 2021, ça c'était post-Covid, hein, et donc le ministre nous avait saisi, le ministre de l'époque, Jean-Michel Blanquer, nous avait saisi de questions relatives au numérique et à l'équité face à l'école en situation ordinaire, mais aussi en situation qui venait d'être vécue, qui étaient les situations de confinement que vous avez vécues, et moi aussi. Et donc parmi les préconisations que nous avons formulées, qui sont dans le rapport annuel que nous remettons au ministre, eh bien, il y avait cette préconisation pour assurer l'égalité d'accès au numérique, mettre en place des systèmes alternatifs permettant d'acheminer les contenus éducatifs en conditions dégradées d'accès au numérique, ceci faisant suite, bien sûr, aux observations nombreuses d'élèves et de familles n'ayant pas les moyens, au sens économique et au sens technique, d'accéder pleinement aux ressources et aux services numériques nécessaires à l'apprentissage des élèves. Ça, c'est la dimension collective, donc avec des comités d'éthique, mais il y a aussi une dimension individuelle. Elle se résume à cette formule, pas vraiment scientifique, mais qui, je pense, est assez explicite. La dimension individuelle de l'éthique, je l'ai dit sous l'angle de l'exercice de la responsabilité tout à l'heure, mais je peux le formuler en disant simplement, dans toute situation, que dois-je faire pour bien faire? Et pas seulement bien faire pour moi, bien sûr, hein, mais bien faire pour tout le monde. Et quelle position tenir, quelle décision prendre, quel compromis trouver souvent pour faire au mieux. Bien faire, c'est parfois pas bien faire, c'est pas très bien faire, c'est faire au mieux de ce que l'on peut faire, de ce qu'il est possible de faire. Et donc, cette éthique, cette démarche éthique, elle est fonction, je l'ai dit, de l'exercice, de la capacité à exercer son esprit critique, et puis bien sûr qu'elle est fonction aussi du droit, de la déontologie et de la morale. Pour terminer en quelque sorte sur ce panorama des concepts qui, vous le voyez, sont tous liés les uns aux autres, hein, je vais les reprendre un par un. L'esprit critique, il se développe. Il faut être très attentif aux capacités que cela nécessite et qu'il faut consolider. Les études universitaires permettent de le faire. Il faut aussi avoir envie de le faire. Il faut être conscient de l'intérêt, de l'importance que ça a de le faire. Donc il faut à la fois cultiver ses capacités, que j'ai précisé tout à l'heure, et à la fois aussi cultiver ses dispositions, la curiosité, l'ouverture à l'altérité, l'honnêteté et la bonne foi, qui sont aussi ces dispositions, et certaines sont aussi des valeurs. Et il faut bien sûr prendre connaissance des éléments de droit nous concernant notre activité, et de déontologie, et puis avoir une conscience que j'espère assez attentive à ce qui fait notre morale et qui souvent est assez inconscient. Donc là, il y a un travail à faire sur soi pour mettre un petit peu à distance ces valeurs morales et se dire finalement en quoi je crois. Je crois au sens quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi et quelle est la hiérarchie de ces valeurs. J'y reviendrai tout à l'heure au début du troisième et dernier cours, ou plutôt de la troisième et dernière partie du cours, qui est un cours concernant l'application beaucoup plus directe et concrète de tous ces principes, de tous ces éléments à l'activité ordinaire et à l'action ordinaire de l'étudiante et de l'étudiant. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous retrouve pour la troisième et dernière partie de ce cours sur l'éthique des études universitaires. Merci de votre attention.